Enregistrement. Donc, c'est parti. Bienvenue à la conférence d'aujourd'hui dans le cadre de notre série de conférences en hydrogéologie du RQES. Aujourd'hui, on reçoit Monsieur Erwan Gogen de l'INRS du Centre Eau, Terre et Environnement. Monsieur Glogen travaille particulièrement sur l'intégration des méthodes géoscientifiques dans le but d'améliorer la caractérisation des ressources en eau souterraine, en minéraux économiques ou en hydrocarbures, afin d'en faire le monitoring et la prédiction dans le temps. Plus particulièrement, il s'intéresse à l'intégration des données par méthode d'ensemble et par l'intelligence artificielle, à la caractérisation des ressources par assimilation quantitative de données de sources multiples et au monitoring et à la prédiction des aquifères côtiers. Donc, aujourd'hui, sa présentation a pour titre de la caractérisation à la prédiction probabiliste du transport de masse, le cas de Ville-Mercier. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui et je vous laisse la parole. Merci pour l'introduction. Aujourd'hui, je vais vous parler du cas de Ville-Mercier, qui est un cas extrêmement connu en hydrogéologie au Québec, et qui est un cas un peu, je pense qu'on peut se féliciter au Québec d'avoir réussi à mettre autant d'énergie et de succès sur ce cas difficile de contamination. C'était un succès à plusieurs titres, un succès scientifique, je pense, à travers toutes les recherches qui ont été faites durant les 20-30 dernières années, mais aussi un succès de collaboration ministérielle, universitaire et des compagnies de génie conseil et de services en général. Euh, de ce projet, on peut vraiment aussi souligner l'importance qu'a eu Michel Ouellette du ministère de l'Environnement pour faire le suivi des travaux et pousser pour des nouveaux travaux. Donc, c'est juste une introduction pour dire que c'est un continuum. Nous, on est arrivé à la fin avec déjà énormément de choses qui avaient été faites par nos collègues des différentes compagnies, services et ministères et universitaires. Donc, j'ai mis en bas une liste non exhaustive des gens qui ont travaillé sur le projet, notamment sur notre partie à nous. Euh, Là, je vais vous montrer un exemple de, oups, excusez-moi. Un exemple tiré de la maîtrise de Mélanie Lompré, qui était une étudiante avec Richard Martel, qui a énormément contribué d'ailleurs au succès de la caractérisation à Ville-Mercier. Et dans sa maîtrise, Mélanie étudiait l'injection de mousse pour récupérer des hydrocarbures qui seraient dans des sols non consolidés. Et ce qu'elle a montré avec ce petit vidéo dans lequel elle a introduit un contaminant à gauche, coloré en rouge, c'est que même pour des sables bien classés, donc ça c'est des sables qui ont été achetés avec une granulométrie qui est censée être uniforme. Donc si je relance la vidéo, concentrez-vous surtout sur la partie qui est moins perméable ici. On voit que même pour des minéraux, des sables bien classés, on voit une digitation. Donc l'hétérogénéité, comme vous le savez certainement tous, c'est euh, quelque chose de primordial à aller caractériser lors de nos campagnes de terrain. Donc, si on, si on se met maintenant dans le cadre un peu plus théorique de ce que je vais vous présenter, nous, on prétend, comme beaucoup de personnes avant nous, que la capacité à comprendre l'écoulement de l'eau et le transport de masse passe par la capacité à mesurer l'hétérogénéité de temps. Donc, comment faire des mesures in situ permettent d'avoir le détail suffisant. Et aussi, on pense que construire des modèles numériques 3D de la conductivité hydraulique permet de mieux comprendre les systèmes et de mieux appréhender, par exemple, la réhabilitation de sites ou la caractérisation future. Donc, pour paraphraser et copier directement la diapo de Daniel Paradis lors de sa soutenance de thèse, euh, il nous avait montré que est-ce que tous les problèmes d'hydrogéologie nécessitent une caractérisation détaillée de l'hétérogénéité? Ben non, bien sûr que non. Mais tous les problèmes d'hydrogéologie nécessitent quand même la caractérisation d'une hétérogénéité à l'échelle à laquelle on regarde le problème. Donc pour représenter cette hétérogénéité-là et de la caractériser, ben, on a proposé un workflow qui est directement tiré du domaine pétrolier. Donc, il y a quatre phases principales. La phase 1 qui est la phase de collecte de données existantes et de recommandation de nouvelles données basées sur les données existantes et les rapports, etc.
Ensuite, la phase 2 consiste à construire un modèle ou des modèles très réalistes, ou le plus réaliste possible, de l'hétérogénéité à l'échelle à laquelle on veut observer un problème. Euh, Ensuite, la phase 3 qui va être la phase de modélisation d'écoulement et de transport de masse. Et la phase 4 qui est un peu plus funky, c'est la phase d'assimilation de données par méthode numérique. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu plus récent, qui demande une caractérisation vraiment plus fine. Mais il existe des données numériques, des méthodes numériques, pardon, qui sont maintenant incluses dans des packages comme Fiflow ou Mothflow, qui permettent de mettre à jour un ensemble de données, de modèles hydrogéologiques à partir de données de monitoring. Donc, dans le cas particulier des lagunes de Mercier, l'idée alors, le mandat qui nous avait été donné par le ministère de l'Environnement, c'était peut-on développer une méthode de caractérisation qui permettra de mieux prédire quelle serait la nouvelle usine de pompage et traitement afin d'optimiser le pompage et d'optimiser aussi la récupération des contaminants en place. Donc, l'idée ici, ça va être de faire bien sûr l'étude des données existantes et des rapports existants. Ensuite, caractériser ou proposer des méthodes de caractérisation novatrices, construire des jumeaux numériques du site. Donc là, l'idée, ça va être de construire des scénarios équiprobables et ensuite tester les différents scénarios de pompage et traitement que le ministère nous avait proposé de tester sur ces jumeaux numériques afin de prendre une décision plus tard. Donc la partie 1, c'est la partie vraiment classique. C'est compilation des données existantes. Alors il y en a énormément, ça a été un défi. Ça a été aussi un défi intéressant de voir que un des problèmes en hydrogéologie, comme beaucoup souvent en géosciences, c'est l'établissement de bases de données qui soient pérennes. Souvent, les gens ont beaucoup, beaucoup de données qu'ils mettent sur un disque dur et après, c'est la joie pour aller récupérer les informations pertinentes. Ici, sur l'image que je vous présente au centre, c'est la zone à l'étude avec en violet les limites hydrauliques et en jaune, ce sont tous les puits qui ont été forés pour spécifiquement les lagunes de Mercier. On avait des données sismiques acquises par la Commission géologique du Canada de très très haute qualité qui montraient le potentiel assez important de cette méthode-là pour la caractérisation de la stratigraphie dans cette zone-là. Des modèles existants construits, il me semble, par un étudiant de René Lefebvre. Donc il y avait déjà des modèles hydrogéologiques 3D qui avaient été construits euh, et validés et calés. Basé sur cette information-là, la première chose qu'on a faite, c'était recommander au ministère de faire des mesures géophysiques pour caractériser les extensions possibles des escarres. Donc ça a été une passe sur la palette de René Lefebvre qui nous avait dit que dans les modèles, ils étaient obligés de rajouter de l'eau dans le modèle parce que sinon ça ne fitait pas les bilans. Ensuite, une chose qu'on voulait faire, c'était caractériser les propriétés hydrauliques dans l'escarre et dans le roc. Donc ça, grâce aux travaux de Daniel Paradis, on a fait des forages autosoniques et l'installation de puits en contact hydraulique direct dans les sédiments. Et ensuite, des forages carottés dans le roc pour faire des mesures à choc hydraulique multiniveau. L'autre chose qu'on a demandé, c'était aussi de faire des diagraphies géophysiques afin d'établir le lien physique hydraulique pour mieux modéliser l'hydrogéologie plus tard. Donc, l'extension latérale de l'esquerre. Donc, le petit carré vert ici représente la zone à l'étude. Il y a eu 20 km de levée sismique réflexion qui ont été faits, donc un quadrillé assez serré. Vous voyez sur à droite l'ensemble des lignes euh, qui ont été mesurées et traitées par la compagnie Geostack. Euh, Au centre ici, ce que vous avez délimité par une sorte de ligne orange, c'est l'escarre principale connue dans lequel sont les lagunes de Mercier. Et on a découvert, encore une fois, grâce au tuyau de René, qu'il y avait un autre escarre qui n'avait pas été mappé plus à l'est. Et cet escarre est en contact hydraulique avec l'escarre principal. Ce qui fait que quand vous pompez dans l'escarre principal, ben, vous pompez aussi l'eau qui vient de l'est. Euh, donc voilà. Donc grâce à ces mesures sismiques, on a pu recommander 9 sites de forage qui sont les carrés rouges. Donc on en a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le neuvième est ici.
Et chaque forage maintenant était guidé par l'information géophysique qui avait été acquise par sismique réflexion. Donc, bien sûr, les forages qui sont ici allaient confirmer la présence de l'esquerre. Ici, on voulait confirmer la conductivité hydraulique, euh, une donnée qui était manquante pour l'esquerre principale. Et à gauche, ici, c'était la présence potentielle d'un autre esquerre plus à l'ouest. On voulait infirmer l'ambiguïté qui restait sur les données sismiques. Donc, la compagnie Technorev avait été mandatée aussi pour superviser les forages et faire l'interprétation des logs de forage. Donc là, rien de nouveau pour personne. On a fait aussi carotter et photographier des données, des carottes de forage dans le roc. Les photos de carottes ont été traitées par intelligence artificielle pour pouvoir caractériser la diffracturation. Ensuite, Christian Dupuis est venu faire, de l'Université Laval, est venu faire des logs d'agraphie. Le but de ces diagraphies était, il y en avait deux, c'était donc établir la propriété physique des, euh, des sédiments et du roc, mais aussi d'identifier les zones fracturées dans lesquelles il serait propice d'aller faire des slug tests multiniveaux avec le système de Dan Paradis. Donc, basé sur les informations que Christian avait données, Dan Paradis et les techniciens du ministère de l'Environnement sont allés faire des slug tests multiniveaux afin d'acquérir des données quasiment en continu de la conductivité hydraulique verticale et horizontale dans le roc et dans les matériaux nobles. Donc voilà une partie des logs interprétés par Daniel Paradis. Bien sûr, toutes ces figures-là peuvent être trouvées dans le rapport qui est publié par le ministère de l'Environnement. Donc, fort de toutes ces données-là, ben là, on peut passer à l'étape 2. Là, on a vraiment énormément de données. On est capable d'établir un modèle stratigraphique et un modèle et combler ce modèle stratigraphique-là par la géologie et de l'hydraulique. Donc, c'était les étapes que je vous présente maintenant. Donc là, on est parti bien sûr des données qui existaient déjà. Donc, on avait des schémas conceptuels, on avait déjà des modèles numériques. Donc, on a simplement étendu et précisé les modèles numériques existants avec les nouvelles données. Donc, ça nous a permis de construire un modèle hydrogéologique. À gauche, vous avez les limites du modèle et des choses bien classiques, les modèles 3D avec la stratigraphie dans Amphiflow pour le coup. Et maintenant, ben, il faut rajouter de l'eau. Donc là, ça a été un défi. Euh, on s'est basé sur les 173 puits de surveillance de l'usine de traitement. Mais aussi pour augmenter le nombre de données, on s'est servi des 674 prix depuis du SIH, mais bien sûr, on leur a attribué une importance moindre pour le calage. Euh, pour le calage, donc à gauche, vous avez les données, le calage avec les données initiales. Et afin de caler le modèle, on a utilisé PEST avec deux itérations, qui est la PEST classique par méthode de gradient. Et donc, pour le coup, ça a quand même vraiment bien marché. On voit clairement un resserrement et un débiaisage des données. Donc, vous avez les charges hydrauliques mesurées en abscisse et les charges hydrauliques simulées en ordonnée. Et on voit clairement un resserrement des charges autour de la droite de 45 degrés. Donc, c'était un succès. Cette étape-là a été faite par Maxime Claproud, qui est maintenant professeur à l'UQAC. Euh, on n'a pas juste fait PEST US aussi parce qu'il y avait des fenêtres, il y avait des contacts hydrauliques existants entre l'Esquerre et le roc. On a fait des points pilotes pour aller reproduire ces petites fenêtres dans lesquelles il y avait un échange hydraulique entre l'Esquerre et le roc. Donc le modèle final, c'est un modèle calé en régime permanent pour lequel on a pu donc caler les charges. Et là, on s'est posé la question, est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut utiliser les données transitoires de deux arrêts de deux pompes sur trois du système de pompage et traitement? Donc, on s'est dit, bon, on va essayer de faire des méthodes d'ensemble qui sont des méthodes quand même novatrices, mais qui permettent d'assimiler des données en spatio-temporel à partir d'un ensemble stochastique de propriétés. Donc, on est parti avec la méthode ce qui s'appelle les Ensemble Smoothers, qui a été développée par Gary Benson dans les années 2000 à peu près. Euh, L'idée de base cette méthode, c'est de partir avec un ensemble probabiliste
de modèles de conductivité hydraulique, de lui présenter des données transitoires de charge hydraulique et de lui dire, ben, en tant qu'ensemble de départ, essaie de t'améliorer pour ajuster au mieux les données transitoires. Pourquoi maintenant il faut identifier les données qu'on veut rendre probabilistes? Donc, c'est pas nécessaire de prendre tout le modèle et de prendre des données qui sont peu sensibles et les mettre dans cet ensemble-là. Mais grâce aux mesures de conductivité hydraulique de Daniel Paradis, on a pu voir qu'il y avait trois grands ensembles de conductivité hydraulique différentes. Donc le ROC qui montrait une très très grande variabilité de la conductivité hydraulique. On passait de 10-5 à 10-10 à quelques centaines de mètres près. Et ensuite, on a identifié deux zones dans l'esquerre qu'on a gentiment appelées hydrofaciès F1 et F2. Et ces deux hydrofaciès montraient des distributions suffisamment différentes pour pouvoir les séparer et en faire deux unités différentes. Donc, si on regarde des coupes d'un des modèles stochastiques maintenant, ben, on a généré par simulation géostatistique, à partir des histogrammes que je viens de vous montrer, différents scénarios probables et équiprobables de la conductivité hydraulique dans le roc et les hydrofaciès F1 et F2. On en a généré 100. Pourquoi 100? Ben, parce que c'est un grand nombre, mais pas trop grand pour pouvoir être traité par des ordinateurs de bureau. Donc cet ensemble-là de 100 modèles 3D de la conductivité hydraulique, on va le confronter aux données transitoires des deux arrêts des pompes de pompage de l'usine et on va demander à la méthode Ensemble Smoothers de optimiser la conductivité hydraulique afin de mieux ajuster les données transitoires. Donc, ce que ça donne, c'est euh, vous avez les mesures en rouge. Donc, des fois, certaines mesures ne marchent, ça converge pas. Mais des fois, c'est mieux. Donc, on voit la mesure en rouge encore une fois. Le modèle initial est en vert, donc on voit qu'il est un peu loin de la courbe rouge, mais surtout, la variabilité est très grande. Euh, et l'avantage donc des Ensemble Smoothers, c'est qu'il va prendre les 100 modèles, les forcer à ajuster les courbes transitoires des niveaux d'eau et aussi réduire la variance si le processus fonctionne, donc réduire la variance entre les modèles de conductivité hydraulique. Donc c'est un double avantage pour cette méthode-là. Donc à partir de cet ensemble maintenant de 69 réalisations qui sont restées, il y en a une partie qui a été éliminée parce qu'elle faisait diverger la convergence de l'ensemble Smoothers. Euh, Il nous avait été demandé par le ministère de tester des scénarios de pompage pour remplacer l'usine existante. Euh, je ne vous décris pas les scénarios, mais on a dû traiter des scénarios donc, de pompage, des scénarios d'arrêt de pompage, des scénarios de changement de recharge en fonction des changements climatiques futurs. Donc, il y a énormément de tests qui auraient pu être faits. Puis c'est vraiment le gros avantage de ces méthodes stochastiques, c'est que on a 69 modèles équiprobables qui sont tous différents, mais qui sont tous, en fonction des données qui ont été utilisées, possibles d'arriver. Donc en faisant ça, on est capable d'avoir un estimé probabiliste, par exemple, d'une zone de captage, ou si on met un nouveau puits en place, quelle sera son influence sur le captage, mais de manière probabiliste. Donc, un des exemples ici, c'est le pompage dans l'esquerre euh, pour le système existant. En gardant le système de pompage comme il est actuellement. Ce que vous avez comme en couleur, c'est la probabilité. Donc, foncé, c'est très peu probable, et blanc, presque blanc, c'est non pas blanc, mais jaune. Orangé, c'est extrêmement probable qu'une cellule du modèle soit captée par le pompage existant de l'usine de traitement. Donc on voit que quand on est proche du pompage au centre, la probabilité est grande et on voit les deux branches de l'esquerre. Et quand vous vous éloignez, ben, la probabilité est moindre. Et bien sûr, le gradient hydraulique est nord-est, sud-ouest.
Donc, on peut tester toutes sortes de scénarios. Encore une fois, là, c'est les scénarios qui nous ont été demandés de tester par le ministère, euh, qui, basés sur ces probabilités-là, on pense qu'une compagnie génie conseil serait plus apte de prendre des décisions avec une sécurité. Il y a deux choses, c'est que une des paramètres qui est intéressant, c'est qu'en tant qu'ingénieur, vous pouvez prendre une décision sur un modèle déterministe, vous tromper et vous faire poursuivre. L'avantage de la probabilité, bah, c'est que vous pouvez dire, bah, il y avait dans les 69 scénarios qu'on avait, il y en avait un qui était catastrophique. Et ça fait partie de l'ensemble des réalités. En moyenne, on va prendre une décision, mais c'est possible qu'un scénario vraiment catastrophe arrive. Et donc, ça va être à la compagnie ou à la personne qui prend les décisions pour dimensionner le système de pompage, de prendre en compte son degré d'incertitude ou son degré de gambling. Euh, Donc, maintenant que ça est dit, là, c'était le mandat qu'on avait eu par le ministère, qui s'arrêtait à tester des scénarios hydrauliques probabilistes. Euh, ensuite, Louis-Charles Boutin, de chez Matrix Solutions, est venu faire une maîtrise avec nous. Je dis nous, c'est René Lefebvre, Richard Martel et moi. Et Louis-Charles a décidé de pousser le problème vraiment très loin, vraiment plus loin, c'est de prendre donc l'aspect probabiliste et l'appliquer au transport de masse. Et ensuite, parce que pourquoi s'arrêter là? De proposer des méthodes de quantification des scénarios de pompage et traitement les plus adéquats en fonction de critères socio-économiques et environnementaux. Donc, pour ce faire, Louis Charles a développé un modèle hydrogéologique local qui est finalement le long d'une coupe le long de la branche principale de l'Esquerre. Le modèle est représenté ici. Donc, c'est essentiellement un rectangle qui suit l'écoulement et il a utilisé les mêmes euh, modèles stochastiques pour pouvoir générer un ensemble de départ pour sa conductivité hydraulique verticale et horizontale. Excusez, je prends un peu. Donc, pour commencer les choses bien, il s'est assuré que ces modèles fitaient les données transitoires. Donc, il est parti avec les mêmes ensembles de données que nous pour les arrêts des pompes et pour s'assurer que son modèle à petite échelle locale ajuste les données transitoires de l'écoulement. Donc on voit que ça s'ajuste plutôt bien. Donc les niveaux d'eau mesurés sont les niveaux en bleu et ceux simulés avec le modèle de Louis Charles sont en orange. Et là, c'est là où les choses deviennent vraiment intéressantes, c'est que on avait déjà observé ce genre de comportement-là avec la maîtrise d'Emmanuel Millet. On est capable, avec ces modèles stochastiques, d'aller ajuster les mesures de concentration en fonction du temps. Donc, ce que vous voyez ici, c'est les différentes années avec les concentrations en 1,2 dichloroéthane. Les points noirs sont les concentrations observées et les points bleus et oranges sont les deux itérations de Lens-Mullers pour ces modèles stochastiques générés par Louis Charles. Donc, si vos modèles de départ conceptuels sont bien construits, vous êtes capable d'aller estimer les concentrations mesurées avec ces méthodes-là. Par contre, si votre modèle conceptuel de départ était mauvais, donc si vos courbes bleues et oranges étaient bien au-dessus ou bien en dessous, vous ne seriez jamais capable d'ajuster les, euh, les données observées. Donc, c'est l'importance de la caractérisation et l'importance de la modélisation hydrogéologique au départ, donc le modèle conceptuel, sont vraiment cruciales si on veut aller plus loin avec des méthodes d'ensemble. Donc, on peut faire ça pour un puits et puis pour tous les puits où il y a des mesures. Et là, on peut commencer à jouer. Donc, encore une fois, c'est les travaux de Louis Charles. En faisant les méthodes d'ensemble, il a pu caler les données historiques de contaminants et aussi maintenant pouvoir faire des projections dans le temps. Donc,
C'est assez amusant. Donc, il a développé un petit outil qui permet de faire des modélisations ou des coupes horizontales de la contamination depuis 1970 jusque dans les années 2075, il me semble, 2050. Donc, ce qui est intéressant aussi, donc on voit des snapshots en bon français de la concentration 1,2 DCA depuis les années 80 jusqu'à 2020 euh, avec le modèle de Louis Charles, excusez-moi. Euh, Puis ce qui est intéressant, c'est que maintenant, encore une fois, on a une probabilité de dépassement de seuil. Donc c'est quelque chose qui est intéressant pour la prise de décision. C'est pas juste une valeur déterministe qui on sait qui est fausse. C'est un ensemble de valeurs qui représentent peut-être, on espère, l'ensemble des probabilités ou des possibilités dans la vraie vie. Donc en haut, vous avez la concentration dans l'esquerre et en bas dans le roc fracturé. Basé sur ces données-là, Louis Charles s'est penché sur un ensemble d'analyses décisionnelles multicritères qui provient de l'article qui est montré à droite. Donc, c'est comment inclure les données économiques, environnementales et sociétales pour finalement, en bon français, ranker les différents scénarios qui seraient proposés par une compagnie ou le ministère, etc. Donc, les, euh, les critères économiques, c'était l'opération de l'usine, le coût de l'électricité, le coût de traitement thermique. Les critères environnementaux, le flux de masse et l'air stimulé du panache, ainsi que la masse totale résiduelle. Pour ce qui est sociétal, c'était l'utilisation cumulative des eaux souterraines en l'an 2060 et le temps nécessaire au retour aux conditions naturelles. Donc, on a testé 4 scénarios, dont un qui est considéré comme complètement irréaliste. C'est juste à titre de baseline. Donc, c'est le scénario en deux, qui est le scénario sans captage hydraulique. Donc, si le ministère n'avait rien fait, qu'est-ce qui se serait passé? Et là, on voit les différents types de critères qui sont mis de l'avant en fonction des différents scénarios. Donc, un critère qui est intéressant ici, c'est le critère environnemental. Bien sûr, si on n'avait rien fait, ben, ça serait une catastrophe environnementale. Donc, le scénario devient le pire ici, le scénario si on fait rien. Et le critère économique, purement économique, en termes d'utilisation de l'usine. Donc, si on n'avait pas construit d'usine de traitement, là, bien sûr, le scénario de rien faire était le plus intéressant. Bon, c'est les deux extrêmes qui sont pas réalistes, mais qui montrent un peu comment fonctionne ce tableau multicritère décisionnel. Donc, Louis Charles a développé une base, un petit outil web qui permet de jouer avec ces différents critères. Donc, vous avez les unités géologiques qui sont en haut à gauche. Vous avez les différents contaminants que Louis Charles a étudiés qui sont ici. Donc, vous pouvez jouer avec les contaminants. Vous pouvez jouer avec l'âge ou le moment où vous voulez voir, visualiser euh, l'étendue du panache. Et ensuite, ici à droite, c'est les différents multicritères que vous pouvez modifier. Et vous allez avoir une hiérarchisation des différents scénarios que vous voulez étudier et qui vont être mis en fonction de leurs avantages ou désavantages suivant les critères que vous préconisez. C'est un outil qui va certainement pouvoir être bonifié, mais c'est vraiment un peu la boucle, euh, un peu de nos travaux, la philosophie qu'on avait quand on a commencé en 2006, d'arriver avec un ensemble de modèles stochastiques de l'écoulement et du transport et d'aller jusqu'à des prises de décision multicritères socio-économiques et environnementales afin de minimiser les risques à la fois au niveau de l'environnement, mais aussi au niveau des risques pour les ingénieurs. Euh, Encore une fois, c'est pas des méthodes qui sont magiques. L'hypothèse de base, c'est d'avoir une bonne compréhension du modèle conceptuel. Euh, Ça reste que cette hypothèse de base nécessite des caractérisations fines et des nouveaux outils peut-être de caractérisation dans le futur. Mais depuis une vingtaine d'années, il y a des outils de plus en plus performants. J'étais à l'AFG il y a quelques semaines, l'Association des firmes du génie conseil, et de plus en plus de compagnies qui offrent aussi maintenant
des outils de mesure indirects de la contamination, de toutes autres sortes de paramètres. Et donc, bref, c'est à peu près tout ce que je voulais dire à propos du cas de Ville-Merci. Merci beaucoup, Erwan. Donc, vous faisiez référence à un rapport tout à l'heure. Là, je suis allée mettre le lien de la page du ministère de l'Environnement sur le code de Merci. Je ne sais pas si le rapport en question se trouve sur cette page-là ou Euh, vous savez Sûrement, pas. OK. non. Donc, OK. Sinon, on serait rendu à la période de questions. Donc, vous pouvez soit lever la main pour prendre le micro ou encore poser votre question dans la boîte clavardage. Euh, En attendant que vous réfléchissez à vos questions, j'ai peut-être une petite question. J'aimerais savoir à quels autres types d'applications de ces méthodes-là ça pourrait s'appliquer finalement? À quels autres types de projets? Euh, En environnement ou au sens large? Au sens large en hydrogéologie. Ok, en hydrogéologie. Ça peut s'appliquer à partir du moment où vous avez assez de données pour pouvoir caractériser l'hétérogénéité. Donc, ça ne OK. s'applique pas à des petits projets. Il faut quand même Ça avoir prend beaucoup de... ça prend beaucoup de données, de mesures observées. Donc, Oui, et c'est pour c'est caractériser spécifiquement que les propriétés hydrauliques ou genre, est-ce qu'on peut penser, je pense qu'il y avait John Monson qui faisait une approche probabilistique aussi pour déterminer les périmètres de protection des puits, par exemple. Est-ce que c'est un peu la même démarche ou? c'est la même démarche. OK, Ouais. merci. Mais c'est ça, l'autre chose que je voulais rajouter, je l'ai dit au début, mais c'est quand même un succès, je pense je ne sais pas si le ministère va aller jusqu'à rendre les données publiques, mais je ne connais pas de projet dans le monde où il y a eu autant de collaboration, encore une fois, universitaire, Mhm, publique, privée, mais aussi avec des données qui sont de qualité que j'ai jamais vues ailleurs dans des projets d'hydrogéologie. mhm. Ça, non, c'est quand même assez impressionnant d'avoir tout cet ensemble de données-là à notre disposition. Puis toute une série temporelle dans le temps aussi, là, tu sais. Oui, oui. Puis l'autre chose que j'ai pas mentionné ici, mais bah, c'est maintenant c'est évident pour tous les hydrogéologues, mais si on veut utiliser des méthodes comme ça, il faut faire des mesures en continu. Mm, Donc peut-être que les mesures classiques en continu sont trop onéreuses, mais donc passer à des méthodes indirectes de mesure de concentration pour faire l'assimilation dans le temps, ça pourrait être aussi des avenues. Avez-vous des exemples de quelles mesures indirectes on poursuivre la géochimie? Par exemple, pour les hydrocarbures, il y a les PID. Il y a il y a une compagnie en France qui a développé un système aussi pour faire un proxy des hydrocarbures dans la zone non saturée. Donc, il y a toutes sortes d'outils qui commencent à arriver. Je sais que Daniel Paradis, Christian Dupuis à l'Université Laval travaillait sur des systèmes à fluorescence, il me semble. Il faudrait lui demander parce que Mm. c'est pas mon domaine, mais donc, et ça y est, il y a des technologies qui permettent maintenant de développer des outils in situ de mesure de paramètres indirects de la contamination, de Qui certaines contaminations. sont moins dispendieux, j'imagine, que de faire l'analyse des paramètres en question, là. Ouais. Exact. Mais bon, là, D'accord. je parle à travers mon chapeau parce que j'y connais pas grand-chose. Hop, une petite ici question dans le chat de Avis à l'art. Avec vos modèles, en outre celui sur la probabilité de dépassement du critère, êtes-vous capable de déterminer quand l'essentiel de la contamination sera résorbé dans les dépôts meubles? Très bonne présentation par ailleurs, gros travail. Donc, êtes-vous capable de Euh, déterminer quand l'essentiel de la contamination sera résorbé dans les dépôts meubles? oui, en fait, si vous prenez le code de Louis Charles, vous pouvez rouler des simulations sur. Ben lui, il a roulé jusqu'en 2060. Euh, donc, vous pourrez rouler jusqu'en 2100, 2000, et puis voir jusqu'à à quel moment ça va disparaître.
Mais Est-ce, faudrait est-ce que poser la ça peut, question à Louis Charles, en fait. est-ce que ça peut disparaître un jour de la contamination à Ville-Mercier? Ça, c'est... Très bonne question. Très bonne question. Ici, Louis-Charles qui parle. Bonjour. Bonjour. Oui, effectivement, hein, on peut rouler les modèles. Puis, initialement, c'était mon intention hein, de rouler ça jusqu'à épuisement des stocks, comme on pourrait Mhm. dire. Toutefois, la zone source, il y a encore plusieurs mètres de produits libres, là, donc on n'a même pas touché à la zone source. Donc, Ah ouais. encore toute la partie dissolution, puis Erwan a montré une des slides au début, là, mais on voit que si on prend le mélange des produits libres, puis on voit juste, on regarde juste la dissolution, sur les 10 principaux composés, on n'a même pas fini de dissoudre le premier, le 1,2-DCA. Au niveau des volumes de port que ça doit traverser à travers le Naples, on est juste au début, là. Ça fait 50 ans. Wow. Effectivement, l'idée, dans le fond, la prochaine étape serait de quantifier c'est quoi la quantité de la zone source de produits libres. Puis, si on regarde juste dissolution, puis biodégradation, ainsi de suite, ben, il faudrait arrêter les conditions frontières de la source lorsque cette zone-là est épuisée, mais là, on parle des centaines et des centaines d'années, hein. Donc, Ouais. c'est une des raisons pour laquelle un traitement partiel de la zone source est envisagé, hein, avec le traitement potentiellement thermique, mais c'est des choses qui sont regardées à l'instant, là. Donc, effectivement, il y a une zone source. Puis une des raisons pourquoi je n'ai pas roulé pour plusieurs années, là, c'est que si tu regardes la concentration de benzène, la concentration de benzène, elle demeure stable depuis le début, là. Donc, il n'y a même pas d'épuisement. Donc, c'est très difficile au niveau de transport de contamination de mettre une fin à la source de benzène en fonction de la source. Donc, si c'est une charge, une concentration constante, en théorie, ça serait un régime permanent là, Mm. d'injection de masse. Fait qu'il n'y a pas de fin. Puis, excusez mon ignorance peut-être sur le sujet, là, mais pourquoi la source en question n'a pas été enlevée? Genre, comme on peut pas l'extraire du dessol? Oh. C'est je veux dire, il y a un incinérateur qui a été mis en place, hein. Hmm? Puis ils ont brûlé beaucoup de boue. Puis le rejet de ça était encore contaminé. Euh, il y a eu une remédiation partielle, ça a été capé, mais on parle d'une zone source qui va jusqu'à 30 mètres, là. Donc, il Hmm. y a comme une incapacité physique de le faire. Ben, quoique, il y a tout le temps des options d'ingénierie là, que tu peux prendre, mais il y a aussi la partie que tu as du Dean Apple qui va jusque dans le roc contaminé au fond, hein. Fait Hmm. que, à ce partir-là, c'est pour ça que c'est si compliqué de gérer ça, mais je vais laisser Erwan répondre s'il y a d'autres Non, choses à non, non. ajouter. Je te fais 100% confiance pour ça. Bon, très bien. Ben, merci pour vos interventions. Je vois pas d'autres, à part un commentaire complémentaire à la première question. Waouh, on est loin du bout, mais c'est un début. Oui, bon. Donc, au moins en maintenant, j'imagine, en limitant le panache de s'étaler, on empêche que ça empire, que ça contamine plus loin, genre, en fait. C'est ça la stratégie, qu'est-ce que je comprends, là. Oui. Tout à Euh, fait. Captage hydraulique. ouais, OK. Donc, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, une fois, deux fois, trois fois, je vais saluer tout le monde et vous souhaiter une bonne fin de journée. On a pu enregistrer aujourd'hui, donc si jamais vous voulez, vous avez des collègues qui voulaient le revoir, je vais mettre la vidéo sur notre chaîne web YouTube. Merci beaucoup, Monsieur Glogan. Et n'hésitez pas, si jamais parmi vous, vous avez des sujets à nous proposer, je suis toujours preneuse pour des conférences dans le cadre de notre série. Alors, voilà. Au revoir à tous. Merci Bonne fin de beaucoup. Bonne journée. journée.